Merci beaucoup, Franck. Je vais faire une très courte introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'idée de cet après-midi de discussion, elle est née il y a déjà une année. Évidemment, l'actualité en termes d'IA était déjà bien chargée, mais à l'époque, on ignorait complètement l'existence de l'exposition qui allait se tenir au Jeu de Paume, que vous avez peut-être vu, donc Le Monde selon l'IA, auquel donc, Grégory notamment participe. Et donc évidemment, par-delà le monde de l'art, l'actualité, enfin les derniers mois ont suffisamment montré l'intrication entre l'IA et des questions politiques pour que ce soit vraiment intéressant aussi d'en parler aujourd'hui, notamment sa cooptation par des régimes néofascistes. On voit cette image, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc j'ai plus de voix, excusez-moi, donc voilà, faudrait être bienveillant. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Donc pour rapidement introduire ces deux panels de discussion, donc le premier qui va commencer tout de suite s'intitule I am not an AI artist, qui est une citation de Philippe qui m'a dit lors l'un de nos échanges. Et ce premier panel va porter sur la question de l'accessibilité récente en fait des IA génératives. Le second panel, donc, qui se tiendra d'ici une grosse heure, on va dire, un titre un peu plus spectaculaire qui est donc Forêt cybernétique millénaire et paysages artificiels. On y reviendra tout à l'heure sur ce titre très pompeux. Voilà. Et ce second panel donc, portera plutôt sur des questions de lien en fait, entre intelligence artificielle et rapport au monde vivant et naturel, sauvage, féral. Donc voilà, je ne vais pas dévoiler évidemment ce qu'on dira tout à l'heure. Simplement, je voulais ajouter quelque chose. Cet après-midi s'inscrit donc dans un programme, donc le programme des entretiens sur l'art que j'anime depuis 2021, que j'ai le plaisir d'animer depuis 2021 à la Fondation. Et donc c'est un nouveau format. C'est vrai qu'en général, je dialogue plutôt avec une seule personne simultanément. Mon approche depuis le départ, c'est vraiment de privilégier des échanges au sujet du travail des artistes, de leur économie de production, de la vie matérielle de l'atelier. Donc c'est ce que j'aimerais qu'on continue de faire aujourd'hui. Ce qui m'intéresse spécifiquement dans la conception de ces deux discussions, c'est aussi de sortir peut-être des débats parfois un peu métaphysiques sur l'IA, du grand récit, du remplacement, voilà, des humains par les machines, mais aussi des artistes par les machines. Je ne sais pas si on abordera beaucoup cette question. On sait que voilà, pas mal de compagnies ont commencé à saupoudrer leur bibliothèque. On pense à Spotify, de contenu généré automatiquement, mais voilà, c'est pas tout à fait l'angle, disons, en tout cas de départ de notre discussion aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse aborder plus simplement les manières dont les artistes mobilisent ces techniques de production, qu'on englobe sous ce terme très généraliste d'IA et qu'on va, j'espère, spécifier davantage au cours de nos échanges. Je dois aussi souligner que je ne suis pas une spécialiste de ces questions, donc comme tout le monde, j'ai un peu joué le jeu voilà, avec les applications avec les applications en ligne depuis 2-3 ans. Je me suis un peu amusée, j'ai un peu joué avec ça. Mais ça fait vraiment partie, cette programmation d'aujourd'hui, d'un désir de comprendre, de comprendre le présent, d'imaginer ce que ces techniques, pas si nouvelles en fait, vont produire dans l'art, ou sont déjà en train de produire dans l'art. Voilà, je m'arrête là. Il me reste chaleureusement remercier la Fondation, son équipe et bien sûr les artistes. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et bien sûr, je vous remercie aussi dans le public d'être présente aujourd'hui avec nous. Voilà. Donc pour commencer ce premier panel, il n'y en aura que 2, rassurez-vous. On va switcher entre l'anglais et le français, donc voilà, je vous l'annonce. Je voulais simplement rappeler voilà, ce qu'on entend. Enfin, là, on parle d'IA, encore une fois, il va s'agir d'IA générative. Quand on utilise le terme d'IA aujourd'hui, en fait, surtout dans l'art, on fait plutôt référence à ces IA génératives, donc les langages, les modèles de langage, les modèles de diffusion. Il existe d'autres types d'IA, on en parlera certainement aussi avec Grégory, je pense. Mais les IA génératives, elles sont là depuis environ une dizaine d'années. L'image que vous avez devant vous, c'est une image
Par-delà ce chien qui aujourd'hui est associé à l'extrême droite américaine, c'est l'application Deep Dream qui avait été mise au point à partir de 2015 par les équipes de Google avec cette idée des machines qui hallucinent. Donc voilà, le point de départ de ce panel, c'est vraiment cette nouvelle accessibilité des IA génératives que voilà, de plus en plus d'artistes utilisent. Et vous trois, justement, Philippe, Grégory et Hilary, vous avez 3 manières extrêmement différentes de mobiliser ces techniques dans votre travail. Avant qu'on passe aux 2 projections, je vais simplement vous présenter rapidement. Donc, switch to English. Donc, Grégory, you're an artist and a theoretician. You consider AI as a proper medium that you have explored to produce images, films, texts, and sound pieces. You also have been writing extensively about AI for more than a decade around the concept of what you call artificial imagination, donc imagination artificielle. And you currently show a large installation, la 4e mémoire, in the exhibition in Le Jeu de Paume. Hilary, you work with video, performance, music, sculpture, installation, paintings, and also fanzines. And you've been creating through this medium speculative fictions that questions mostly systems of power. You often work from an ecofeminist point of view, and you also use a lot of humor, and there's a huge sense of absurd in your work. And Philippe, your practice combine different mediums also, such as painting, video, installation, writing. But one could say that it consists in extended painting, or rather hybrid painting, I could say. Last year you had a large solo show in Le Confort Moderne in Poitiers, a place I really love. So I'm mentioning it, and we're going to look at images of the show. And your work also merges contemporary culture and personal narratives. So we're going to come back to that, but I needed to introduce you briefly. So this is done. So welcome to the 3 of you for accepting this invitation. As a starting point, I suggest that we watch 3 different videos. One of Hilary. The title is Would You Still Love Me If I Was a Worm? From 2024, if I'm okay. And 2 videos by Grégory, Kiss 3 and Kiss 5, who are based on it's not a cover, but who are based on Vertigo by Alfred Hitchcock. And then we'll watch later paintings by Philippe, but not in the forms of video. So the duration of the projection is going to be around 20 minutes. So let's go. Pour lancer la discussion, on remarque que déjà il y a 3 vidéos qui parlent de baiser, en fait, d'un baiser à chaque fois, mais de manière extrêmement différente, tant en termes d'esthétique que de traitement. Alors peut-être avant de regarder aussi le travail de Philippe, est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez, Hilary puis Grégory, nous expliquer de manière assez basique, en fait, comment pour la production de ces œuvres, vous avez mobilisé des IA et de quelle nature. Donc on comprend bien évidemment que c'est pas du tout le même type de rapport à l'IA générative.
Hilary, si tu veux bien commencer. Ouais. Merci beaucoup. Donc, pour moi, c'était une conversation au cours de plusieurs mois avec ChatGPT où j'essaie de justement prolonger mes propres pensées qui étaient un peu floues sur la notion un système digestif qui va être un peu commun, plein d'êtres différents dans les humains, donc dans un sens aussi très physique et matériel, et aussi comme une métaphore pour la création et la manière dont on réfléchit, on mange plein de choses, on les digère et puis on les chie. Et du coup, les vers de terre font ça aussi, sont une espèce absolument nécessaire à l'écosystème, à la planète par ce processus-là. Et que, c'était une réflexion que j'ai commencé quand j'étais aux Beaux-Arts il y a presque 10 ans avec les réseaux sociaux, qui est une espèce de fil en fait d'images, de flux d'images, de sons, de vidéos, et que ça crée une tube digestive. Et quand les IA génératives ont arrivé, je veux dire, pour le grand public, donc il y a 3 ans maintenant, avec l'arrivée de ChatGPT, là c'était un peu de concrétisation de cette notion-là. Et ça m'a permis du coup de dialoguer avec cette tube digestive autour de ces idées. Mais c'est une tube qui appartient à OpenAI et c'est ça qui aussi m'intéressait. J'aurais pu bien sûr faire mon propre bot et l'entraîner pour que ça sorte les types de contenus que moi j'ai voulu avoir. Mais ce qui moi m'intéresse avec ces types de technologies, c'est pas la technologie vraiment en elle-même, c'est la manière dont ça va placer dans les vies quotidiennes de énormément d'humains et qu'on va devenir hybride avec ça, soit parce qu'on souhaite le faire, soit un peu malgré nous. Et du coup, ça devient une discussion un peu compliquée parce qu'il est très formaté. Cette ChatGPT, il est très formaté. Et du coup, c'est question de baiser aussi. Enfin, très vite, j'arrive aussi avec ces idées un peu de création, de sensualité, et toutes ces questions-là. Il y a une résistance. Il y a une résistance. Enfin, il y a des protocoles. Non, tu peux pas dire certains mots. Et du coup, ça a pris des mois pour essayer de le pousser jusqu'à une zone où il se lâchait et comment il se hallucinait autour de ces questions-là, avant de finalement se rendre compte, ce qui était la fin de la vidéo, où justement il m'a sorti après 20 minutes de ça, 30 minutes, je ne sais pas. Oui, ça viole en fait les guidelines, the user guidelines. D'ailleurs, dans un autre, dans un autre film un tout petit peu plus ancien qui s'appelle The Big Break, donc on a quelques images ici, tu t'es trouvé confronté au même problème puisque j'avais hésité à le diffuser, mais il dure une 40aine de minutes et en fait voilà, c'était peut-être un petit peu trop long pour la séance, mais il y a cette idée d'un scénario de science-fiction autour d'un personnage qui va être cryogénisé. Donc tu joues les deux personnages, la personne qui va être cryogénisée et puis le médecin, enfin la personne médecin qui va accomplir cette procédure. Et tout le film est construit autour d'un échange avec une entité qui... c'est une réécriture aussi de Sleeping Beauty, donc de Blanche-Neige, et l'entité supérieure qui s'appelle Vox refuse aussi, refuse de réécrire certains passages qui traitent de sexualité, donc on sent la résistance en fait et l'idée d'aller tester les limites aussi de ce dispositif grand public qui est ChatGPT en fait, donc que tu vas explorer. Ouais, complètement. Ouais. Alors, est-ce que Grégory, toi, tu pourrais nous dire quelques mots ou plus justement de ta propre version de... Ouais, très rapidement, d'abord, les deux vidéos-là, c'est vraiment des brouillons. Oui, c'est vraiment des choses, presque des tests en fin de compte, mais qui appartiennent à une série quand même. Qui appartiennent à une série et qui aussi sont à un moment, un certain état esthétique de ce type de technique. Donc j'ai repris cette fameuse séquence parce que dans la génération qui me précède d'artistes,
Vertigo est devenu un lieu commun qui a été recyclé encore et encore parce qu'il était autoréférentiel, récursif, en particulier cette scène de baiser, hein, très connue. Donc dans la première, donc moi j'utilise pas vraiment de logiciel en ligne, et on pourra reparler de cette distinction entre des ateliers, je dirais, si on parle d'ateliers, des pratiques qui utilisent des outils en ligne, avec ce que ça implique de ressources, mais aussi effectivement de questionnement sur un certain état social et politique. Et moi, j'ai plutôt utilisé des logiciels locaux open source, pour plein de raisons que je pourrais expliquer. Donc dans la première vidéo, en fin de compte, c'est assez systématique. C'est-à-dire que je prends cette séquence, j'ai pris tout le script de Vertigo, tel qu'il était écrit par Hitchcock. Je divise, j'exporte des images de cette séquence, le nombre d'images qui correspond au nombre de lignes du script. Et chaque ligne de script correspond à un prompt de l'image. Et donc l'image est retravaillée comme ça, ce qui fait qu'on a une espèce de métamorphose un peu liquide, où on repasse l'ensemble du film et où finalement ce type de système va halluciner le film dans une séquence. Et c'était une période des GAN, après le tout début de Zoetrope, c'est-à-dire des systèmes de diffusion où on pouvait prompter, où effectivement on avait cet aspect très métamorphique, un peu pâteux, qui est maintenant un peu disparu, Ouais, qui a disparu. mais qui a été un certain moment. Et puis la deuxième vidéo, c'est un autre type de système, c'est les systèmes de vidéo en diffusion, où en fin de compte j'ai exporté de manière très linéaire les images et où le logiciel va chercher les images intermédiaires en fin de compte. Et donc il se perd complètement. Il crée des éléments de décor qui sont absolument pas là, le lit n'existe pas, le tableau n'existe pas, et il se perd. Et donc il y a aussi ces personnages un peu perdus dans tout ça. Et donc en fin de compte, dans ces deux vidéos, souvent dans les médias, quand on parle de prompt, on parle vraiment d'une espèce de rapport au texte qui permettrait de piloter les images et qui permettrait finalement d'être maître et possesseur des images et vraiment de les produire comme on les veut. Donc moi, en général, je neutralise cette question du prompt et du langage dans l'image, parce que c'est très problématique comme tradition. Et je mets pas de prompt en fin de compte. Et donc ça génère les choses par défaut. Donc c'est aussi après... C'est l'image manquante, quoi. Oui, c'est l'image manquante et c'est une image un peu... Alors je dirais pas moyenne, parce que souvent on croit que les IA génèrent de la moyenne. On pourrait y revenir, mais en fin de compte, c'est une idée fausse. C'est plutôt nous qui sommes moyens par rapport à l'IA, plutôt que l'IA est moyenne en termes de production. Mais de voir effectivement qu'est-ce que ça produit par défaut, ce type, dans les images manquantes, puisque c'est des énormes stocks d'images. En tout cas, c'est intéressant de voir dans ces deux vidéos finalement l'évolution aussi assez rapide des moyens techniques. C'est vrai que voilà, tu peux en dire très rapidement, moi, ce qui me frappe vraiment, et sans être techniciste et loin s'en faut, mais dans cette technique, il y a autre chose qui se joue. Maintenant, on en a la preuve avec Trump. Il y a autre chose, il y a une époque qui se joue. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fin de compte, on n'est pas à la hauteur, nous, en tant qu'artistes, êtres humains, on n'est pas à la hauteur de ce qui nous arrive, en fin de compte. C'est-à-dire que quasiment tous les jours, il y a des nouveaux morceaux de code qui sortent, parce qu'il y a une espèce de course à l'échalote dans l'innovation. Donc il y a des nouveaux codes absolument passionnants qui sortent et qui sont absolument expérimentés par personne, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, le temps d'expérimentation est beaucoup plus long que le temps pour faire du code, surtout que maintenant ces systèmes s'autocodent, en fin de compte, produisent du code. Et donc on est vraiment, on passe d'un code à un autre sans avoir le temps de les tester, de les expérimenter, parce que le temps de l'expérimentation, il est infini en fin de compte. Et ce qui fait qu'il y a plein de possibilités dans ce genre de choses qui ne sont expérimentées par personne, qui sont juste laissées à l'abandon. Donc c'est une espèce d'immense terrain de ruines, de possibilités non advenues, non advenues par manque de temps et parce que notre système d'attention à tous, on est tous épuisés, notre système attentionnel est fringué, quoi. Donc, Philippe, maybe can you tell us also about your own work and the way you use AI in your practice as a painter? So I have this video. Where is the video? Maybe it's this one. No. There is the video. It's this one. No? Yes.
It's a very slow video, so that's why. Maybe. Yeah. Okay, sorry, I'm gonna speak in English. Yeah. So the element of AI actually in my work is usually, I would say, actually invisible. It's more like a tool to execute my works, and in theory, I guess what I do would also be possible without AI. Here now we showed like this example where it is visible, just to make a point. For example, like what we see here right now. So basically I'm making paintings that are extended with an LED screen. So that's what you said before about the hybrid paintings. So I'm trying to transform a medium that's normally static and just one image into something that's more dynamic. And basically, in more general terms, my artworks often have a past or present or hint at what they could be in the future. And I do that through the screens. And what we saw before was like basically an image, an AI-generated image that I used as a reference image for the painting. So it's this guy reading a book. So I showed it, which would be the painting where it's coming from, like laying open the production process on what happened as a first step. Then you have the present, which is me painting the reference image, which is just now over. So basically what you see on the screen and what you see on the painting is the same thing at the same time. So I just like took a photo of the painting and it's scrolling up and down. And then the third way where I use AI is then like a image generation where I feed it the painting and basically tell the AI to extend the painting by 50 centimeters and just giving me like, I don't know, like 50 different options on what the painting could have been if it would be bigger. So that would be the future aspect. So it's like the past where it's coming from the reference image, then the present, what you actually see in real time, just on the screen under the painting. And then the last thing is like a potential future or alternative realities on what could have been. Yeah. Yes, regarding this idea of alternative realities, maybe it could be interesting to go back to what Grégory just said, because the three of you have very different uses of these technologies. You don't actually use the same technologies, but I would say for you two, it's more like a pop use of it in the way that there's a lot of, for you, DIY implied. Which is a continuity with what you were making before. So there's not like, and even for you, I mean, there's no big gap between the use of AI and it's just the continuity of your work with a new tool that you use and add to your, comment on dit, palette d'outils. But I think in your work, there is still a kind of, not criticism, but this looking at the present through this medium helps you also to formulate criticism of things happening now. So I was curious, Philippe, about when you say alternative realities, you also have in mind the current use of AI by like right-wing parties, or this idea of a fake realities. Is it part of the way you envision your use of this technology or not? In this case, actually, not that much. It's I would say really more the question of like how an artwork functions. Like an artwork is produced as this like one often like final product, and my what I'm trying to say is more of like what happens over time if you recontextualize where is this artwork shown, what happens like in 10 years or like, I don't know, recently or whatever, like how does an artwork age, something like that. So it's just like more like implying this question into the artwork and giving it alternative options, just basically changing it from a static thing into something more dynamic. Yeah. For you, Hilary, I think this question of le lien, enfin comment dire,
les biais de l'IA, les questions de pouvoir et de réitération de stéréotypes sont une question pour le coup qui t'intéresse beaucoup dans l'usage de ChatGPT. C'est-à-dire que c'est un outil pratique, mais c'est aussi un outil qui permet de poser ces questions à un niveau supérieur. Oui, oui, absolument. Enfin, c'est aussi ça qui m'amène à l'utiliser. Et je ne vais pas parler, mais aussi dans les vidéos Would You Still Love Me If I Was a Worm, la chanson a aussi été générée par un autre IA qui s'appelle Suno, qui paraît comme ChatGPT, c'est une IA générative grand public qui aussi, les deux ont amassé pas mal de critiques pour leur empreinte écologique, pour la manière dont ils... pour le non-respect du droit d'auteur, plein de choses. En fait, moi, si j'utilise ces outils-là, c'est aussi parce que je suis conscient de toutes ces questions-là. Et j'essaie de les pousser dans les coins où on se rend compte, où ça devient évident qu'il y a des clichés, des stéréotypes de genre, de race, de classe, de langage. Et en même temps, parce que pour moi, tout est assez ambivalent. Moi, je suis dans la lignée de Haraway, vivre avec le trouble. Il y a aussi une partie pour moi qui est assez excitante où j'essaie de vraiment dialoguer avec quelqu'un d'autre pour déplacer quelque part mon propre subjectivité, qui est aussi formatée, bien sûr, par tout un système de clichés, d'idéologies dans la société dont je fais partie. Et dans cette jeu de va-et-vient que des fois, il peut arriver des choses qui sont assez intéressantes, mais qui négligent absolument pas exactement ces questions de pouvoir et d'économie de pouvoir. Oui, cette question de collaboration ou co-création, c'est quelque chose sur lequel, pour le coup, Grégory, tu as aussi beaucoup réfléchi, même écrit, qui t'intéresse énormément. Et est-ce que tu pourrais justement peut-être... Ouais, sur la critique peut-être, parce qu'en fin de compte, c'est le discours dominant des médias. Hein. Je veux dire, quand on parle d'IA, on bascule de l'enthousiasme un peu naïf à une critique des biais, des ressources énergétiques, etc. Alors, ce qui est vrai, et c'est vrai que l'administration Trump montre bien que cette nouvelle forme de fascisme, qu'on pourrait appeler vecto-fasciste, a fait de l'IA vraiment son cheval de bataille, vraiment, puisque il y a 2 jours, ils obligent maintenant réglementairement les chefs d'administration du gouvernement américain à prendre toutes leurs décisions avec une intelligence artificielle, qu'ils ne nomment pas, hein, ils ne disent pas laquelle, mais il y a une obligation aujourd'hui de prendre les décisions dans l'administration avec donc la gouvernementalité déléguée à ce type de système est vraiment à l'œuvre. Et on sait aussi qu'au niveau géopolitique et géostratégique, l'ensemble des conflits qu'il y a actuellement sont vraiment déterminés par l'accès aux minerais pour pouvoir faire encore des data centers dans ces systèmes-là. Donc il y a ce discours critique-là. Le problème de ce discours critique, c'est que par exemple, sur les biais, c'est qu'effectivement, tous ces systèmes ont des biais, mais il n'y aurait pas quelque chose sans biais est inimaginable. Mais par contre, les biais de ces systèmes sont corrigibles beaucoup plus facilement que la réalité. Par exemple, sur DALL-E, à une époque, quand on demandait des médecins, on avait des blancs, cinquantenaires, cisgenres, etc. Et en 30 secondes, il suffit de modifier le code pour que, quand on fait cette requête, concrètement, on a des médecins avec différents genres, différentes origines et ainsi de suite. Par contre, changer ça dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est comme si on s'attaquait aux biais de l'IA, qui sont très faciles à corriger, alors que les biais de la réalité sont infiniment plus difficiles, puisque la médecine, c'est 10 ans. Il faut au moins 10 ans, puisque c'est 10 ans de formation. Donc ça, c'est sur le premier point. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, et de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette critique, comment on réagit. Et c'est vrai qu'il y a une grande tentation aujourd'hui de se dire qu'il faut se déconnecter de l'IA. C'est ce qu'a dit Kate Crawford quand elle est intervenue au Jeu de Paume, ce qui est donc la critique, mais après, sur quoi on débouche. Alors, sur la collaboration, je pense que pour beaucoup d'artistes, il y a l'idée qu'on cherche avec l'IA une forme d'aliénation, mais au sens de l'alien. Non, mais l'aliénation, c'est souvent positif, beaucoup plus qu'on ne le croit, et même chez Marx. Hein. Et une aliénation expérimentale. C'est-à-dire que c'est assez bizarre. C'est que ces systèmes statistiques sont des systèmes qui nous permettent de naviguer dans des stocks d'informations que nous avons créés pendant 30 ans
sur le web et qui nous excèdent, c'est-à-dire auxquels notre système nerveux n'arrive plus à avoir accès. Et donc, c'est une solution et que la compression ne permettait plus d'y accéder. Donc, c'est une manière très économique d'accéder à ce que nous avons produit et le fait que nous nous auto-excédons. Et quand on rentre dans un dialogue, soit avec des systèmes de diffusion d'images, avec de l'upscaling ou d'agrandir une image ou de changer un détail, ou avec un LLM, il y a un drôle d'effet. Je crois qu'on l'a tous fait en y passant du temps. Et c'est vraiment une question de passer du temps là-dessus. C'est qu'on a l'impression de rencontrer un autre, quelque chose d'autre, dont le statut est totalement incertain. C'est-à-dire que c'est un autre qui est humain, mais pas vraiment. C'est comme si c'était un humain qui devenait autre chose qu'humain. Et donc, il y a un rapport à l'altérité et à l'aliénation. L'altérité et l'aliénation, ça va ensemble. Les autres, c'est aliénant. Qui est aujourd'hui renouvelé par rapport à la tradition de la modernité, où c'était plutôt la subjectivité qui était un autre. Je est un autre. C'était la grande idée de la modernité. C'est l'idée qu'il y a une autodifférence à soi. Et cette autodifférence, elle passe de plus en plus par l'expérimentation avec ces systèmes. Quand on arrive à dépasser les simples tests et le rapport mimétique à l'IA, c'est en disant « Oh, mais c'est pas très humain, c'est pas comme nous, etc. » Et quand on commence à plonger dedans et à l'expérimenter de manière naïve, un peu comme le voulait Turing pendant le test de Turing. Je pense que le test de Turing reste un immense modèle en termes de genre, en termes d'altérité, pour approcher ce type de système. Est-ce que tu pourrais redire ce que c'est que le test Alors, le test de Turing, il existe sous 2 versions. Les 2 versions ne sont pas toujours connues. Donc, la première version, c'était purement abstrait à l'époque. C'est fondé sur un jeu de la bourgeoisie anglaise du 19e siècle, où les convives arrivaient chez un couple. Le couple se cachait chacun dans une pièce différente. Et on posait des questions aux portes, à l'homme, à la femme, et l'homme et la femme répondaient par un petit morceau de papier, et il fallait savoir qui était l'homme et qui était la femme. Donc d'abord, au départ, c'est fondé sur un jeu lié à la détermination du genre. Alan Turing a transformé ça dans une première version en disant on met un homme et on met une machine, c'était pas vraiment des ordinateurs à l'époque, mais une machine logique, et chacun vont répondre avec des imprimantes, et si je fais autant d'erreurs dans un cas que dans l'autre, dans l'attribution de son humanité, alors on dira que la machine est intelligente. C'est-à-dire que chez Turing, l'intelligence n'est pas une caractéristique de l'intériorité, c'est attributif. C'est une attribution. Et il y a une histoire des attributions. C'est-à-dire quand on s'est demandé si certains peuples colonisés étaient intelligents, si les femmes étaient intelligentes, si les pierres étaient intelligentes, et ça continue cette histoire-là. Et la deuxième version, il dit ma première version est totalement injuste, parce que l'homme joue un homme, et la machine essaye de mimer un homme, donc on va faire en sorte que l'homme mime une femme et que la machine mime une femme également. Donc il s'agit à tout prix de recouvrir le mimétisme au maximum pour arriver à un rapport, je dirais, d'alien assez pur finalement, d'une certaine façon. Philippe, est-ce que, would you say that in your work you also have this question of alienation that happens when you create those images to extend the painting, or I'm a bit scared that I'm a bit disconnected right now because I didn't understand everything. Pardon. So if you ask the question, I just hope it's not completely disconnected from what you just said or something like that. Now, can you comment what did you... No. My question is more like we were mentioning this idea of collaborating with the machine, this idea of alienation that you can experiment when you use any kind of machine, actually, like it can be ChatGPT, it can be like something more elaborate, online, not online. So we were saying that this alienation process was kind of positive in a way. It's something that takes you out of your subjectivity, and it's also something that is kind of new because it's no longer this modern idea of being alien to oneself. But do you have the impression that your use of the AI in your work relates to this idea of alienation, or it's more? I would say that there's also this idea of productivity in your work. When you say you extend the painting, there are more versions of it, and it lasts like in the question of it lasting in the 10 years to come, it's also something more.
I'm not sure about the word alienation, but like sometimes I feel like it's almost I see it as a almost like collaborative experience. Yeah, so especially sometimes I think you have an image of the Poitiers show as well. Yeah. Like my paintings through the screens, they also have text, and I give them basically a voice so they can speak. And I create kind of like a history for them, and they become characters. And it's not necessarily characters that I identify with or that necessarily speak my voice. It's almost like, yeah, here is like 10 all gray paintings, but they all have wildly different backstories, and some of them I came up with, some of them the two curators curated the show came up with, and some of them I decided to ask the AI to like make up like a potential history of what a gray painting could have been, or like, so I mean, to not sound so abstract, it's like the first painting is basically saying it doesn't want to be a great painting anymore. It wants to rather be a singer. So it's just singing, like lyrics of a song. Then there's like more like an intellectual that talks about the history of the monochrome. There's one, and that's the AI came up with it. There's a pregnant one. So basically it tells you about like, oh, there's 10 great paintings, but soon there's going to be an 11th one. And so, yeah, the question. So maybe, yeah, alienation, not so much. It or feels quite collaboration, natural, like actually. this idea that you really collaborate and it's not just a tool, it's something you really work with. And Yeah. Also, I mean, the way I use AI, like I don't know much, almost nothing about the technology. Like I jumped in when it becomes like basically consumer available, you know. I pay $15 and I can do it. It's like Vici, there's an interface, and that's how I use it. There's no, and so, yeah, like with every time you learn. Which one do you use actually? Sorry? Which one do you use? I used like Midjourney, which was already complicated because you need Discord. So I'm not like that technically inclined. And now I just use OpenAI, Sora, ChatGPT, and like image generation. Yeah. Very simple, straightforward. But yeah, like I mean, it's not even learning because it's so simple to use, but like at the beginning it's a bit weird and you kind of try to navigate like, oh, can I do this? Do I want this? And how visible is it in my work? Because then the work becomes just about that or whatever. But because it's so easy, I don't know, it feels quite natural, like an extension. And I like the process of it, of like, yeah, it's like a collaborator. It's just like a collaborator that doesn't get angry if you don't like the idea. You just like, give me 100 ideas and you just nope, and one is good, and then it's like fun, you know? Yeah. I'm alienating the AI, maybe. But positively, in a positive way. I was curious to know if you also use AI not to produce the work, but like to enhance your productivity in the studio. Because Gregory, you gave me this advice 2 days ago, like I should automatize more my emailing and all that kind of stuff. So is it also something you use in not the best part of being an artist, but like the part where you make projects and you respond to email? And has it changed your life in your studio? I just recently have this thing where like you can, you create with ChatGPT, you can create your own bot or whatever, and you can feed it information. So basically I just fed it all the press releases of all my shows and interviews that I've ever done. You can only upload 20, so kind of like you combine the PDFs so you can get more information in there. And every time I need like this kind of weird mini text that people ask you for, like, oh, can you say in like 2 sentences what this is about, blah, 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 blah. You just teach it and it works. I mean, it's never like a good text that it's never like an interesting good text that it comes up with, but it's less horrible than if somebody writes it who doesn't want to write it, if that makes sense. I don't know, you can kind of train it to be quite neutral about it, and it's very, very efficient. You create a series of works and then you just have like this. So that for me was like, oh, nice, because I hate writing. So I don't know. What about you, Hilary? Moi, ce sera surtout quand je dois envoyer quelque chose qui est un peu administratif, un dossier, du coup en français, et où je fais des fautes. Et
ça m'apprend 3 fois plus que les Français pour lesquels le français est leur langue maternelle, parce que je dois passer par les gens, réécrire, me dire mais qu'est-ce que tu voulais dire ça, je comprends pas. Voilà, donc en fait ça enlève un peu la pression sur mes proches qui relisent mes textes, parce que c'est déjà un peu plus soigné avant d'arriver. Mais par contre, je me pose beaucoup de questions sur cette activité. Parce que il y a un plan écologique. Et chaque fois, je suis à dire, non, mais c'est la dernière fois, je vais pas le faire la prochaine fois. C'est bon, on n'est pas obligé de faire ça. Et puis, j'ai un autre dossier qui je dois remplir demain. Et je finis par faire. Donc, il y a quelque chose, ça te rend un peu accro. C'est difficile de s'en passer quand ça existe, je pense. C'est un peu le danger de cet outil aussi. Et en même temps, c'est aussi pour ça que je continue à le mettre dans mon travail, parce que ça fait partie de la vie quotidienne d'énormément de gens, de plus en plus. Enfin, je parle avec, j'enseigne aussi, je parle avec les collègues qui ont commencé à utiliser de temps en temps, de plus en plus, pour essayer d'organiser justement leur cours, des choses comme ça. Et on est tous au courant qu'il y a des problèmes et on continue à s'en servir parce que ça facilite énormément de choses. Et toi, Grégory, tu disais, c'est sûr que tu automatises, ça j'en suis sûr. Ouais, j'automatise. Je m'automatise. Non, en fin de compte, pour moi, c'est vraiment pas, c'est tout sauf un outil, clairement. Oui, c'est ça, c'est un médium. J'essaie d'éviter à tout prix ce rapport à l'outil parce que ce serait présupposer que j'existe et que je veux faire des choses et que ces choses-là sont des moyens pour faire ces choses dont j'ai la volonté. Et ça, je suis incapable de cette position. Donc, sur le travail d'atelier, je dirais, sur le travail, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est aussi dire que depuis 15-20 ans, le travail des artistes a beaucoup changé et que nous devons tous produire une littérature grise hallucinante, c'est-à-dire des dossiers, des demandes de subventions. Donc déjà, il y a un contexte qui a beaucoup changé, ce que Graeber appelle des métiers idiots, mais qui fait qu'on nous a demandé de plus en plus une logique de projet, en fin de compte, pour financer, etc. Et cette logique de projet, elle répond à une logique très instrumentale et machinique et informatique, c'est que ça nourrit des fichiers Excel qui, eux, sont traités par des ordinateurs. Donc moi, maintenant, toutes mes demandes de subvention, tous mes dossiers, je les fais écrire par un LLM. Et c'est vrai que mon taux de réponse positive a nettement augmenté. Parce que je pense qu'elles sont adressées à d'autres machines ou à des êtres humains qui ne sont que des intermédiaires par rapport à une machine. Puisque quand vous allez dans une administration, en fin de compte, vous avez un être humain devant vous, mais devant l'être humain qui vous parle, il y a un ordinateur et il suit. C'est la même chose pour les médecins. Donc finalement, c'est des discussions de machine à machine. Et après, je pense que c'est plus un rapport très, très existentiel. C'est-à-dire que ça change ma manière de penser, de me considérer moi-même et d'imaginer. Voilà. C'est ça que je trouve vraiment, vraiment intéressant. C'est-à-dire par rapport que tout simplement, on ne pense pas de la même manière. Bon, c'est une banalité de dire ça avec un stylo, qu'avec une machine à écrire, qu'avec un ordinateur. Sauf que là, c'est encore un état différent. C'est que ça change vraiment la manière de penser et la réflexivité elle-même. Et moi, j'ai envie de l'expérimenter radicalement dans les seules limites extractivistes et énergétiques qui sont raisonnables. Voilà. Dans ces limites-là. Mais sinon, pour le reste, sans limite. How do you know that the limits are reasonable? Alors c'est très simple, c'est que quand on utilise des outils en ligne, effectivement, il y a des millions de gens, des milliers de gens qui tapent sur Midjourney, sur ChatGPT. C'est dans des serveurs énormes qu'il faut refroidir. Et donc, ils essayent d'absorber toutes les requêtes et tous les pings des utilisateurs. Et donc, effectivement, là, la consommation énergétique et extractiviste est monstrueuse. Par ailleurs, c'est des systèmes super alignés. C'est-à-dire qu'effectivement, les biais dont vous parlez, les biais de genre, ils n'existent pas tellement, ou les interdictions, l'iconoclasme, on va dire. Il y a par exemple des organes génitaux générés sur DALL-E, c'est tout de même ça reste très compliqué. Ces limites-là n'existent pas du tout sur les systèmes open source en local. Et quand c'est en local, en fin de compte, au-delà de l'entraînement, la génération, ce n'est qu'un ordinateur. Il n'y a rien en ligne. Donc c'est pas du tout les mêmes. Ça consomme des ressources, mais je pense qu'il faut considérer les différentes intelligences artificielles
leur consommation spécifique et la logique qu'elles ont. Et souvent, le type de consommation qu'elles ont et le type de logique qu'elles ont se corrèlent, en fait. Ouais, convergent, disons. Peut-être, on n'a pas beaucoup de temps, en vrai, c'est presque déjà terminé, mais I have a last question for the three of you. It's we mentioned it at the beginning, but the aesthetics of the image produced in the last 10 years has really changed, and I'm interested in knowing, because we didn't really address like more specific visual questions in a way. Are you interested in the visuality that is given by those generative AI? It has changed a lot. Like, I think some people might be in a while nostalgic of the deep dream period, like the psychedelic machines hallucinating. Then we had this metamorphosis period that is already over, and now we have a more like realistic rendering of image in a way. So have you been interested in these very specific types of images? For instance, Philippe, now as you use it to extend your paintings, it's more like sometimes kind of mimicking of your own practice that you use in that you use. But have you been, I don't know, like interested in producing those overall like high D images and trying to reproduce them as a painter? Or the quality of images, is it something you've been really like investigating as a painter? It's more like it happens on another level. And the question is also for... In short, no. I'm actually trying to avoid that specific aesthetic that you can always like, I feel like you can pinpoint it to a very specific time in history. However, I think it's interesting to see that, like, it's not something that I think we as artists can control, like what catches on or what catches the zeitgeist or whatever, or what stays around. In my art, I try not to have it that obvious, yeah. Except sometimes when it's like, but then it's not about the artwork that maybe it's more like, like invitation card or like something that's very timely. That's not like, it's a bit outside where you just have fun. Like, I don't know, something where it's a bit more playful, where I wouldn't mind it. But I don't know, somehow in my mind, I make a distinction between what the artwork should look like. Yeah. And you, Hilary? Oui, enfin, j'ai pas mal essayé d'intégrer les vidéos générées par IA, les images. À chaque fois, je suis assez déçue. Je pense que pour l'instant, ce qui est fait en texte et en musique, même si ça peut être assez plat, mais ça va dans quelque chose qui est assez bizarre, qui me plaît. Et les images, pour l'instant, moins. Et c'est aussi pour ça que j'utilise vraiment pour faire de la musique et pour créer des textes, mais que moi, je vais aller filmer quand même les images où je m'attache vraiment à une certaine matérialité. Je ne veux pas que cette matérialité soit complètement invisibilisée. Enfin, moi, je suis une matérialiste 100% moniste. Mais on le voit bien voilà. dans le film qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment des objets qui apparaissent à l'écran. On voit qu'ils ont été... fait avec des mains. Oui, avec fait main, mais on voit aussi les pixels. Enfin, pour moi, même les pixels, voilà, il y a une matérialité. En fait, je tourne beaucoup aussi. Enfin, je tourne avec plusieurs caméras différentes. Je tourne avec une caméra en 4K, mais aussi une vieille caméscope année 2000 que j'ai acheté sur eBay. J'ai trafiqué les images pour qu'il y ait vraiment quelque chose de physique dans les pixelisations qui apparaissent, qui est complètement lissé dans ces images-là ou qui apparaissent dans une autre manière, mais qui personnellement m'intéresse moins. Je pense que, enfin, il y a aussi juste un goût personnel. C'est pas du tout pour dire que ces images sont sans intérêt, mais moi je m'attache personnellement à quelque chose, oui, du système digestif qui est un peu comme ça. Et Grégory? Alors, moi aussi je suis matérialiste. Je pense qu'il n'y a que du matérialiste, que du matériel, et que bien sûr ces images aussi sont plus que matérielles. Il est, je trouve, intéressant historiquement de considérer aujourd'hui les pixels, la présence du pixel et des basses définitions,
à Itoshtael comme un signe de réalité. Ce qui, à une époque précédente, était considéré, on parlait de virtualité, etc. Ouais. Donc, c'est chaque fois, ça se déplace, je dirais. Ouais. Et ce n'est pas une matérialité qui est attachée à un médium en tant que tel, c'est plutôt notre conception du rapport à la matérialité qui change. Je dirais, quand Baudelaire, je crois que c'est 1847, visite le Salon des Indépendants, il voit pour la première fois de la photo. On remplace le mot photo par intelligence artificielle, ça marche exactement de la même façon. Donc on ne parle pas tellement de ces techniques quand on en parle, on parle surtout de nous-mêmes finalement et de notre esthétique. Sur les images, bon, moi j'ai un usage un peu particulier parce que je n'utilise pas de système en ligne, vous l'avez compris. J'en utilise pas, j'utilise que du local, open source, etc. Et je fais mes propres entraînements et en fin de compte... Avec tes propres bases de données. Mes propres datasets, etc. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que l'esthétique de ces images, je dirais, elle existe, mais elle est aussi le symptôme d'une époque dont on peut faire le compte et qui est indépendant de la technologie. Quand les vecto-fascistes américains utilisent des bases de données ou republient cette vidéo sur Gaza qui était soi-disant une vidéo critique et qu'ils en font leur beurre, l'esthétique qu'il y a dans cette vidéo, elle fait penser à People, quoi. C'est-à-dire elle fait penser à des choses qui ne sont pas nécessairement faites en IA. Et donc, cette esthétique, elle dépasse largement le plan, je dirais, technologique. Et après, ce qui, moi, me semble intéressant, c'est le fait, effectivement, alors c'est un mot qu'on n'a pas utilisé, les espaces latents, donc qui est le concept, à mon avis, majeur des études culturelles et iconologiques aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de très concret, c'est les fichiers statistiques qui permettent de générer ou des images, des textes, des sons. Ces espaces latents, quand c'est des grands espaces latents, ils sont alignés, donc ils ont une certaine esthétique, ils ont un certain style, etc. Ou par exemple, ce qu'on a entendu il y a quelques semaines sur Dali qui produisait... des faux Miyazaki pendant c'est ça. Une semaine. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est la mémétique. C'est-à-dire que les gens, maintenant, les mèmes deviennent des cohortes de gens qui génèrent des images et qui font ou des box ou des Miyazaki, etc., qui est encore un autre phénomène. Mais... Tu veux dire qu'on reconnaît, enfin, par exemple, on est en 2023, on produit une image sur Midjourney, on reconnaît qu'elle vient de Midjourney parce qu'il y a un certain type de... Mais pas seulement à cause de Midjourney, à cause du caractère grégaire des pratiques sur Midjourney. Ouais. C'est que les gens font la même chose. Et alors qu'ils pourraient produire des infinités d'autres choses, mais il y a de la grégarité, du mimétisme entre les gens, et donc ils font tous la même chose. Après, ces grands systèmes donc d'espace latent, ils sont très peuplés, ils sont très alignés, et effectivement, l'un des objectifs, c'est de dépeupler ces espaces latents, d'enlever progressivement des entités et de les repeupler avec des nouvelles entités. Et ça, c'est un travail, je dirais, expérimental, artistique, pour créer des espaces latents et des intelligences artificielles différentes qui ne sont pas constituées dans certaines perspectives idéologiques. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être on va passer la parole au public si quelqu'un souhaite poser une question. Sinon, on va faire une petite pause. Une petite pause. Oui, il y a une question. Ah. Tu ne vois pas parce qu'il y a... Ah oui, j'ai la lumière en plein dans le visage, je ne voyais pas. Merci. Maybe I'll speak in English so everybody understands. First of all, really great conversation because it's really interesting. I think art should always be a place of like complete experimentation, and you can see how this is opening really a place, compared to say cinema or where there are certain boundaries. I think it's really interesting where AI could take the art field. And the question I had is more of a personal anecdote. I'm a curator, and I sometimes help artists with like the project applications and that kind of stuff. And I was working with an artist on one of these project applications, and it's like lots of questions, and she has to reply to these questions. And so I was helping her, and then some of the questions had limits of words. So she'd written 800 words, and it needed to be 500 words. And I said, well, if you don't have much time, you could just put in ChatGPT and see if that would help you reduce the words quite easily. And she looked at me quite shocked, because actually I realized she'd never used ChatGPT before, whereas I've started to use it more regularly. And I almost felt
not bad, but there was something. Of course, her practice as well. She uses digital waste, as part of the works, and I thought maybe actually there's something good for her to stay in this kind of analog sphere, and then maybe it would be good for. It's kind of maybe good that there'll be artists that will, as they're always a little bit on the extremes of usage by society, that she should stay in a sort of analog sphere, and that maybe if she used too much this ChatGPT and this AI, like we are with our smartphones, she'll no longer have the same clarity of thought. She still writes things in her books, and she's not that connected. And I was thinking maybe actually that's good that she should stay like that and maybe not start. I don't know if that's a clear question, but I don't know what you think of that idea that maybe there could be some value in the artist being this analog figure. That maybe now, okay, we're not also AI trained still, even particularly in the art world, but but probably soon, just like with the smartphones, we're going to become huge adopters, and we're all going to, we'll be rewired by these technologies. And I was wondering what you thought of that, if that was a... Could I maybe answer? I mean, I think that everyone should do what they want. So if she wants to stay that way, that's great. But this is a discussion I have been having with a lot of colleagues who are adamantly against AI. And I'm really on the fence, but I think that there is something, and again, this is why I continue to use also these specific generative technologies that I'm also very critical of, instead of using like local open source technologies, which is to have this kind of media literacy. And because very quickly, every 2-3 weeks, there's huge advancements in the kind of images that are produced, in the video capabilities and the text capabilities. The latest version of ChatGPT, it has just been claimed to finally pass the Turing test. And when I'm on Instagram, more and more I find myself falling into the trap of AI generated videos, and they're stupid videos. They're like little cats and dogs, and you're like, oh, this is funny. And then all of a sudden you're like, after 15 seconds, there's a weird thing. But I can see that weird thing because I keep myself connected. I teach video art because I keep using these tools. And that's why I think it is important that there are artists that continue to use them, because otherwise, it's only going to be the GAFAs and the governments that they're controlling, like the United States, that are using them to create propaganda that's really, the logic of the surveillance capitalism, which is how are we going to control you without you even realizing you're being controlled. And I think that it's important that artists do use these tools, not all of them, so that we can be aware of the limits of them and how to recognize that they're there and how to take other paths. Peut-être un élément de réponse sur ça. Si on prend l'informatique, pendant longtemps, il y a plein d'artistes qui s'y sont opposés. Même le web, le champ de l'art contemporain, particulièrement français, s'est montré particulièrement rétif à la technique parce que les gens ont principalement une formation littéraire et ont souffert des mathématiques. Donc, bon. Principalement, ce qui n'est pas le cas en Allemagne ou en Amérique du Nord. Donc, ce qui se passe, le problème de ça, et pour rejoindre ce que tu viens de dire, alors, chacun fait ce qu'il veut, hein, je veux dire, bon, bien sûr, mais le problème de ça, c'est que la situation, c'est que tout le monde a fini par adopter le web et l'ordinateur, sans y penser. Sans y penser, c'est-à-dire passivement. Et donc, je pense que juste la prise expérimentale est la seule qui nous permette de penser ces choses-là. Que le fait de couper ou de déconnecter l'IA, c'est se couper de l'IA. C'est pas couper l'IA, c'est se couper de l'IA. Et qu'il y a un grand risque politique dans une critique qui mènerait à une technophobie, de laisser le champ libre aux fascistes, qui eux s'en emparent. Merci beaucoup. On s'arrête là ? On s'arrête là et Ah non, on s'arrête pas là en fait. Voilà, non, pas encore. Oui, mais je vous passe le micro avant. Non, moi j'avais une question pour tous les trois. Je me demandais comment vous preniez en compte la question de l'aléatoire avec
en fait l'utilisation de ces technologies, parce que il y a un aspect un peu quasiment quantique, en fait, que quand vous avez cliqué sur générer, on obtient quelque chose, mais que si vous l'aviez fait la veille ou le lendemain, vous auriez obtenu de faire le plus d'essais possible et de faire une sorte de médiane, ou est-ce que en fait juste vous embrassez ça en disant bon bah je l'ai fait aujourd'hui, c'est comme ça. Je pense que les vidéos qu'on a vues de Grégory, elles auraient pu être totalement différentes et enfin voilà, je me demandais si c'est une question qui vous traversait. Do you want me to? Yeah, I was just asking about how you handle the randomness factor, like that. If you click today, it'll generate one image, but it would have been different yesterday. Do you stay with that image? Do you try to keep on doing lots of tests? I have a quick answer. I embrace it. Like basically, it's almost like when you work with technology or video. I do know like video work as well. You do it very controlled. Like there's a process on how to do things, and often the coincidence and mistakes don't happen in the technical process. I'm talking about classical video editing or something like that right now, like something that happens when you do painting, you know, you make mistakes. And somehow integrating AI into that process kind of opened that thing again of like mistakes that happen, like weird things that I didn't think about, or especially because it creates something different all the time, or you can't really, you can prompt it also to be a bit more less controlled. So I would say I am embracing that aspect. Très rapidement, bon, vous imaginez la réponse, mais en fin de compte, il faudrait vraiment ne pas considérer l'être humain et l'IA comme des choses séparées. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme d'aléatoire, je crois qu'on embrasse tous d'une façon ou d'une autre, parce qu'elle se lie à notre contingence. Et elle répond à notre propre contingence, d'une certaine façon. Donc, il y a un concept qui permet de prendre ça en compte, c'est le concept de complétion, c'est-à-dire que l'IA va poursuivre ce que vous faites et vous allez poursuivre ce que fait l'IA, dans un pas de deux, qui fait qu'à un moment, ce que vous pensez, ce que vous imaginez et ce que produit l'IA, c'est pas vraiment séparable. Et c'est un peu le cas de tous les médiums, hein. C'est pas spécifique à l'IA, pour le coup. C'est le propre d'une pratique expérimentale. Moi, je pense que je l'accepte, je l'ai recherché même, en sachant que effectivement, moi je vais passer des mois à discuter avec Nia aussi. J'ai pas juste dire, ok, bam, je génère quelque chose, ça c'est les pièces, suivant, c'est vraiment merdique. Mais moi, je le vois dans une lignée, et c'était mis en place comme ça, l'expo Jules de Pomme aussi, dans une lignée, un héritage de tentatives d'utiliser tout ce qui est random, quand on a vu avec les surréalistes, avec l'écriture automatique, avec les dessins automatiques, on a les cut-up de Burroughs, on a les protocoles de John Cage, et moi, j'étais toujours très intéressée par ces pratiques-là parce qu'encore, c'était une tentative de déplacer un petit peu tout ce qui était formaté de ton propre cerveau humain et aller ailleurs. Donc, forcément, tu es quand même là, comme Grégory dit, toi, tu vas faire des choix, tu es en face de quelque chose qui est créé par les humains, qui est alimenté aussi par les humains. Donc, c'est pas complètement random. Et finalement, on est des artistes, on fait des choix. Si on présente quelque chose, on fait des choix. Sauf si vraiment notre pratique, c'est de créer un protocole où chaque jour, à midi, j'appuie sur un bouton et ça sort, et bam. Mais moi, je ne travaille pas comme ça. Donc, il y a quelque chose assez bénéfique où dit, je veux être dans un dialogue avec autre chose qui m'apporte, qui va être différent. Et en même temps, je vais faire les choix.